Vous avez dû remarquer que la thématique de la table ronde est en fait la thématique de la matinée, puisque les deux tables rondes doivent répondre à la même question, à savoir quelle innovation à l'université pour une réponse emploi-formation. Toutefois, les deux font sens, puisqu'on va considérer que la première table ronde est plus une table ronde politique. Vous avez sous la main les donneurs d'ordre, si je puis dire ça comme ça, à la fois l'État, la tutelle, les régions, enfin, ou une région, mais qui va se faire le porte-voix de toutes, les partenaires sociaux, via le MEDEF, et l'université en tant que donneur d'ordre interne, puisqu'on va un peu repositionner les questions de la sorte. Donc pour entrer dans le vif du sujet, on va passer un peu avec la même question qu'hier, mais les intervenants n'étant pas les mêmes, je pense que la réponse pourra quand même faire sens sur l'innovation en formation continue. Finalement, qu'est-ce que c'est pour vous qui est en responsabilité ou en contact relationnel, commercial avec les services de formation continue universitaire? Donc bonjour à tous. Donc la tutelle donneur d'ordre, moi personnellement je me positionne plus en accompagnement des établissements, même si des fois ils ont l'impression que je les titille un peu de trop, qu'en donneur d'ordre. Oui, mais c'est pour réveiller un petit peu tout le monde de manière à ce que vous ayez des questions très aimables. C'est justement pour calmer les questions que je me... Voilà. Donc innovation en termes de formation continue. Je pense que à l'écoute de la table ronde d'hier et de votre introduction, je pense que finalement, peut-être que la première innovation à envisager, c'est d'arrêter de penser formation initiale, 3 petits points, formation continue, pour véritablement s'engager dans un processus de formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, j'ai entendu cette dichotomie formation initiale et continue, et il me semble que non seulement notre première mission, la première mission des établissements, c'est la formation initiale et continue tout au long de la vie. Et qu'en plus de ça, on se doit de répondre à une demande sociétale qui va dans ce sens-là. Donc la première des choses à faire, je pense que c'est déjà d'arrêter de parler FI et FC, mais de parler FTLV. Hier, finalement, c'était malgré tout assez positif, ce qui a été dit. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé formation initiale, mais plus lien enseignant-chercheur, formation continue. On peut peut-être considérer que derrière les enseignants-chercheurs, c'est la formation initiale. Donc le message passe. Oui, mais je pense que c'est mieux en le disant. C'est-à-dire que quand on fait encore cette dichotomie, on sépare d'une part donc, ce qui est fait au départ, et on rend encore, me semble-t-il, encore trop anecdotique, si on s'en réfère au chiffre d'affaires et au nombre de stagiaires, ce que l'on est en capacité d'apporter en termes de formation continue. Et on voit bien que de toute façon, l'évolution de nos publics, l'hétérogénéité de ces publics, leurs attentes, leurs usages, font qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire, bon, ben, on se forme, on va travailler, on a une expérience, et éventuellement, on reviendra en formation. On le voit bien, nos décrocheurs nous le montrent tous les jours. Donc il faut vraiment qu'on change ça, qu'on change ce système-là. Au-delà des décrocheurs, est-ce que vos étudiants en formation initiale, finalement, ne sont pas des clients potentiels, vu l'évolution des métiers, que ce soit lié à ce qu'on appelle la transformation numérique ou les évolutions traditionnelles des métiers, ne sont pas des clients potentiels de la formation continue pour tous vos diplômes, finalement? C'est effectivement un constat qu'on peut faire. Où sont nos alumni ? C'est-à-dire où sont nos anciens? Ils nous font confiance pour la formation initiale. Et ils sont plutôt défiants. Si on regarde encore une fois les résultats, ils sont plutôt défiants en termes de formation continue. Donc là aussi, on a tout ce travail à faire, donc non seulement vis-à-vis de nos propres étudiants, nos alumni, mais également vis-à-vis des personnes qui ne sont pas nécessairement passées par nos établissements. On a des choses à apporter, on a de la plus-value à apporter. Vous avez mentionné les enseignants-chercheurs. On a quand même, à l'initiative des formations, des personnes qui sont à la création de la connaissance et de l'innovation technologique. Donc il faut valoriser tout ça. On est presque sur de l'innovation organisationnelle ou relationnelle interne à l'université, plus que sur de l'innovation pédagogique ou technique, comme on a pu l'évoquer hier soir avec peut-être plus de force. Alors, on reviendra peut-être là-dessus, mais on est, me semble-t-il, sur un processus de transformation à la fois de fond et de forme. Donc de nouvelles formes d'organisation à inventer.
Est-ce que je peux me permettre de poser la question finalement au partenaire qu'est la région Bretagne en ce qui vous concerne? Qu'attendez-vous des universités, Monsieur Picard, en termes de positionnement un petit peu innovant, un petit peu nouveau par rapport à d'autres prestataires? C'est une question sympathique. Alors, je vais d'abord peut-être remettre un peu de cadre dans tout ça pour qu'on comprenne bien quelle est l'entrée d'une région, et en l'occurrence de la région Bretagne. Nous, notre entrée, c'est une entrée sur les publics qui doivent être formés. On doit en réalité 2 droits fondamentaux aux Bretons, et donc dans d'autres régions, vous faites le parallèle, hein. C'est le droit à la formation et le droit à l'orientation. Ce sont des droits désormais qui sont universels. C'est-à-dire que ce sont des droits acquis pour les personnes qui peuvent donc revendiquer un droit devant la région Bretagne si elle ne satisfait pas à ce droit. C'est important de le poser comme ça parce que du coup, vous comprenez qu'il faut que nous ayons chercher tous les publics. Tous les publics, en particulier ceux qui ne sont évidemment pas dans l'emploi. Pour une région, c'est essentiel, mais évidemment aussi ceux qui sont en formation professionnelle. Or, notre sujet, c'est que la plupart des métiers, et y compris dans les industries traditionnels vont générer une montée en gamme colossale de l'ensemble des salariés de notre territoire. Ce qui veut dire qu'il faut à la fois former les salariés pour qu'ils montent en gamme, mais aussi les demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent accéder aux premiers emplois disponibles sur le marché du travail, sans quoi ils seront eux-mêmes exclus durablement du marché. Une fois qu'on a dit ça, vous comprenez que du coup, chacun peut trouver sa place en fonction de ses projets. Nous, ce qu'on attend des différents acteurs de la formation continue, c'est d'être le plus innovant possible tout en s'appuyant sur ce qu'ils savent faire. Je prends un exemple concret sur un campus des métiers qui est en émergence à Redon. Le processus de formation en formation initiale a été entièrement modularisé. Tous les modules de formation sont disponibles en formation continue. On est sur des métiers d'industrie. Donc c'est extrêmement efficace, pertinent, parce que c'est des entrées directes pour de la formation continue. Quand on prend une université plus généraliste, la question qui est posée, c'est quel positionnement peut avoir une université. Nous, ce qu'on demande à une université, c'est de se positionner en phase avec son territoire. Ce n'est pas un effort gigantesque, c'est comment une université écoute la commande publique des collectivités d'un territoire, mais évidemment des entreprises d'un territoire pour essayer de se mettre en écho avec ce qu'un territoire peut solliciter. L'exemple de l'UBS, qui est l'exemple qu'on traite en ce moment, puisqu'on a fait un comité de pilotage il n'y a pas un mois, c'est une école, c'est un diplôme universitaire, un DU de créateur d'entreprise, dont la cible, ce sont des demandeurs d'emploi qui sont dans une phase d'émergence de projets de création potentiellement d'entreprise, mais à la limite, si l'entreprise ne se crée pas à la fin, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce soit des personnes qui se remettent en mouvement sur un projet professionnel et qui, au bout du bout, soient dans une logique d'accès à l'emploi. C'est pas banal d'avoir, malgré tout, des écoles d'entrepreneurs dans une université. Ça fait sens. Donc nous, c'est ce type d'innovation dont on est évidemment friand. La difficulté, et on y reviendra dans l'échange, c'est que tout ça suppose une transparence financière entre les collectivités et les universités. Et c'est plus compliqué avec une université qu'avec un acteur de formation traditionnel pour des raisons qui peuvent être creusées et analysées. Les 2-3 raisons comme ça. Alors, on a un peu évoqué le sujet hier soir. La première, c'est très simple, c'est que tant qu'on est dans l'expérimentation, tout va bien. On est dans le champ libre du financement par la région, de ce que font les uns et les autres. Mais dès que les choses durent dans le temps, il faut les installer par des marchés publics. Et là, procédure de marché public et réouvrir en réalité à la concurrence des process qui sont portés par une université à d'autres concurrents qui pourraient venir se positionner en face de l'université. Vous comprenez tout de suite que sur la question du prix, ça va être difficile pour les universités de s'aligner sur des structures de formation qui ont des moyens, beaucoup plus adaptables et beaucoup plus facilement réductibles pour s'aligner sur les coûts élèves. Donc c'est pour ça qu'on a guerroyé. Sur chaque dossier, on est obligé de se battre pour préserver tel ou tel dispositif au sein de l'université, étant entendu que l'université a aussi une autre capacité qui est pas neutre, y compris en formation continue, c'est la capacité diplômante, qui est quand même un atout considérable. Et donc c'est pour ça que nous voulons travailler en priorité avec l'université et que moi je plaide pour des logiques très contractuelles, plus globales entre les universités et les régions pour qu'on puisse aller au bout de l'exercice, laisser une marge d'innovation très forte à l'université, parce que nous, notre rôle, Région Bretagne, c'est pas d'inventer les dispositifs de formation à la place des structures de formation.
Ce que nous identifions, c'est qu'à la fois, il faut bouleverser les moyens pédagogiques, qu'il faut mutualiser les moyens entre les différents types de formations qui, effectivement, méritent d'être décloisonnés, et qu'en réalité, on a surtout un problème de plateau technique, et que très souvent, on a des tas d'espaces où on n'a pas de plateau technique dédié pour faire de la formation, notamment quand c'est très professionnalisant et industriel. Et donc, il faut utiliser les plateaux existants dans les lycées, dans les universités, dans les entreprises, sur le temps disponible de ces plateaux techniques. Donc là, il y a quelques sujets qui méritent d'être creusés, parce qu'on voit bien qu'on va plus largement que l'université. C'est une capacité globale d'un territoire à offrir de la formation pour une filière. Je vais prendre un exemple qui est assez simple à illustrer. On a un sujet en Bretagne, puisqu'on veut faire de la fibre optique pour mettre du très haut débit pour tous les Bretons. Et ce qui bloque aujourd'hui, c'est que nous n'avons ni les entreprises, ni les salariés formés pour faire ce travail, alors qu'il y a 15 ans de travaux devant assurés en termes de contrats pour les entreprises qui iraient sur ces marchés. Ce qui veut dire que si on est capable, et en l'occurrence c'est le bassin lorientais, c'est pour ça que je le dis, c'est le bassin lorientais qui va être le centre, le lieu majeur de formation pour les deux départements du Finistère et du Morbihan. Et donc on voit bien qu'à Lorient, il y a un enjeu d'organisation de formation de masse pour permettre aux entreprises de ce secteur-là de travailler avec des salariés formés, de câbleurs, de gestionnaires de réseau, etc. Voilà. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur le diplôme pour passer la parole à monsieur Le Jolivet, puisque la dernière réforme de la formation professionnelle n'a pas visé le diplôme mais le certifiant, l'un étant dans l'autre et inversement. Ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais vous êtes également coprésident du COPAREF et vice-président du CREFOP. Président du COPAREF et vice-président du CREFOP. Excusez-moi. Donc quand même au cœur de toute la mécanique, au moins actuelle, de la nouvelle réforme, on va dire, en termes d'éligibilité d'un certain nombre de certifications à certains financements, au financement du CPF à l'occurrence. Donc il y a peut-être un enjeu aussi pour vous de réussir à avoir des relations construites avec le monde universitaire, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Oui. Alors, juste, votre méprise est tout à fait révélatrice, c'est que il y a beaucoup de structures qui s'occupent de la formation, on s'y perd un peu. Comme la période est très disruptive, on ne désespère pas de simplifier les choses. Je ne vais pas rentrer dans le débat avec mon voisin de droite, parce qu'on travaille beaucoup avec la région sur ces questions-là, mais je pense que, je vais revenir au débat tout de suite, mais je pense que sur ces questions-là également, on a à faire bouger les lignes. Voilà. Donc, pour revenir à la question que vous posiez là sur l'innovation en formation continue, je voulais rejoindre le propos liminaire de Madame Aubert, je le partage totalement. Il n'y a plus de formation discontinue. Voilà. La formation initiale, la formation continue, la ligne de séparation aujourd'hui a quasiment disparu. Voilà, on est appelé à se former tout au long de la vie. C'est un principe qui est en train de se mettre en place, qui est pas encore totalement, que tout le monde ne touche pas encore totalement du doigt, mais faire la distinction entre les deux, c'est aujourd'hui se tromper d'objectifs ou de moyens. Voilà. En revanche, puisque là on est dans le monde universitaire, du point de vue des entreprises, l'identification de la formation initiale est quand même beaucoup plus forte que sur la formation continue. Voilà. Donc, quand on parle université dans les entreprises, c'est plutôt la formation initiale. C'est parfois un monde un peu inconnu, voire inaccessible pour les chefs d'entreprise, quand on en parle avec eux. Même si, et c'est le point sur que vous aviez commencé à introduire, c'est que on a une expérimentation. Moi, je ne parle que ce que je connais. Donc, les entreprises en Bretagne, l'université en Bretagne. Je pense que pour que ça marche et qu'on puisse innover en formation continue du point de vue universitaire, c'est qu'il faut des rapports de réciprocité entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire. Et là, on a pris quelques longueurs d'avance. Je ne sais pas si on a été disruptif avant les autres, mais on est très vite sorti, il y a plusieurs années, du schéma... Alors j'ai quelques cheveux blancs, mais je considère que je suis pas encore trop âgé. Il y a une période, vous savez, on se demandait est-ce que l'université doit apprendre à apprendre ou est-ce qu'elle doit apprendre à travailler. Donc il y avait une espèce de ligne totalement hermétique, de muraille de Chine entre les deux mondes. On est arrivé, on a des travaux avec l'université, avec la région sur la formation. On est arrivé à un rapport sur le numérique il y a quelques semaines où une des conclusions, on disait voilà, il faut qu'on arrive à apprendre à entreprendre. Alors pas seulement à entreprendre sa vie professionnelle, mais tout simplement sa vie, puisque la formation et l'emploi fait partie d'une vie. Voilà. Et apprendre à entreprendre, à être acteur de sa vie aussi bien personnelle que professionnelle, c'est l'essentiel aujourd'hui. Et en termes de formation continue, l'université a tout à fait sa place. Alors je parlais tout à l'heure de réciprocité, engagement et écoute, selon moi.
écoute, mieux se connaître, partager, illustrer les problématiques de moyen et de long terme, de part et d'autre. L'université a ses contraintes, l'entreprise a ses contraintes. Faire en sorte qu'on puisse se connaître. Je suis président de la CREF, donc c'est la Commission régionale éducation, emploi, formation qui regroupe l'ensemble des branches professionnelles. Notre avant-dernière réunion trimestrielle, on l'a tenue dans les locaux de l'UBL. Voilà, on a été reçus, puis on a échangé directement avec les représentants de l'UBL, ceux qui sont notamment en charge de la formation continue, pour qu'on puisse à tout moment savoir à qui s'adresser, bien se connaître, et puis avoir en direct, sans phare, un état des lieux des préoccupations de chacun. Et puis sur l'engagement, on a des partenariats. Je crois que les 4 MEDEF départementaux, en tout cas pour la région, chacun a un partenariat avec une des 4 universités. Voilà. On est membre, parfois fondateur des fondations, au moins de 3 des fondations universitaires. On est co-acteur de dispositifs qui sont parfois très décapants, comme Créa-IUT. Voilà. On est également co-rédacteur de certaines formations qui sont des formations de type alternance, y compris en continu. Je suis moi-même parrain de promotion Arena. Donc vous voyez, on a une longue tradition de travail en commun, je crois, pour le bénéfice de l'innovation en formation continue. Et pour aller dans votre sens, hier soir, il a été beaucoup question de co-construction entre l'entreprise au sens large et l'université, et aussi de partenariat public-privé en termes de financement. Ce qui semble être une... Je provoque pas mon voisin. Quand on dit de partenariat public-privé en financement des formations, je rappelle quand même que les fonds à l'origine sont des fonds privés, qu'ils soient des ménages ou des entreprises, et qu'il s'agit simplement de les orienter, de les flécher vers les besoins de la société en général. Donc les salariés en activité ou en recherche d'activité. Pardon. Madame Aubert, je crois que vous vouliez réagir à un des propos qui a été tenu. Oui, je voulais réagir à 2 choses essentiellement. Par rapport à la réactivité, à la capacité de répondre aux besoins des régions, mais également des entreprises. On a eu hier quand même un exemple de laboratoire qui avait réussi à répondre, me semble-t-il, assez rapidement à des demandes. C'était un exemple, mais je pense que si on interrogeait la salle, on pourrait en avoir des centaines d'autres qui montreraient la réactivité et l'adaptation des formations à la commande, quelque part. Et je voulais aussi réagir sur la lisibilité. Effectivement, on nous a reproché, et à raison, pendant très longtemps, de proposer des formations qui n'étaient pas lisibles pour le monde de l'entreprise. Et en tant qu'enseignant-chercheur, je peux dire que oui, effectivement, parce que nous, on parlait avec notre langage, et je pense que Gaëlle pourra en parler également. Mais là-dessus, on a aussi fait un énorme progrès depuis des années. On a travaillé justement sur la co-construction de formations. Les licences professionnelles en sont un exemple. On a travaillé sur l'élaboration de référentiels nationaux de compétences, aujourd'hui pour les licences générales et demain pour les licences professionnelles et masters, qui sont co-construits, validés par les partenaires économiques. Je veux dire, et ces référentiels, ils se traduisent maintenant de plus en plus dans l'ingénierie de parcours de nos formations. Ils sont enregistrés au RNCP. La plupart de nos formations sont d'ores et déjà reconnues au niveau du CPF. Je veux dire, il y a des choses qui bougent, quoi. C'est quelque chose qu'on peut plus aujourd'hui, nous, me semble-t-il, nous reprocher. On fait des efforts. Maintenant, c'est comme dans toute relation. Je pense qu'il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Les établissements mettent en place des conseils de perfectionnement, il y a des fondations, des endroits où vous pouvez discuter avec les enseignants-chercheurs. Le ministère est en train de développer des conseils sectoriels nationaux pour essayer de travailler sur cette relation formation-emploi à un niveau national. Donc tout ça, ça se met en place. Il faut en profiter, je veux dire, et nous, et vous. Donc il ne faut surtout pas hésiter à participer à ces réunions et à ces organisations. Je peux répondre à la tout à question ? fait, c'était prévu. Et si je peux me permettre, la deuxième table ronde va donner quand même quelques exemples concrets de partenariats qui fonctionnent, aussi entre monde économique et monde universitaire. Donc oui, il y a les 2 questions qui apparaissent maintenant. Gaëlle Morel aussi, après je vous ferai peut-être réagir sur ces 2 questions. Donc le lien formation initiale, formation continue semble intéresser.
Donc est-ce que parler de formation initiale, c'est considérer que les étudiants n'ont pas d'expérience? Sont-ils si dépourvus d'expérience que ça? Il me semble qu'on a de plus en plus des étudiants qui travaillent en parallèle de leurs études. Ils sont même en train d'accumuler du CPF. Je pense que il serait intéressant de voir ce que donnerait la systématisation de la VES, voire de la VAE, à l'entrée de toute formation. Je crois qu'on serait surpris par rapport à l'expérience de nos étudiants. Ils ont, je pense, pour certains, énormément de choses à nous apprendre par rapport à ça. Donc, le mettre sur l'expérience, je ne sais pas si on peut faire cette dichotomie à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on parle d'expérience professionnelle ou d'expérience sociale, en l'occurrence? Les deux. Les deux. On a des étudiants qui travaillent depuis des années, qui sont sur les bancs, qui ont plein de choses à nous apprendre sur plein de domaines. Donc, et c'est vrai qu'on a aujourd'hui tendance à ne pas valoriser cette expérience-là dans le cadre de leur parcours. J'interroge là-dessus. Monsieur Morel. Merci. Je vais commencer par répondre à la première question quand même, parce que je pense que je garde ces deux-là sous le coude. Ouais, et je garde ces deux-là sous le coude parce qu'elles sont extrêmement intéressantes également. Pour moi, l'innovation, c'est un mot hyper important qui est, de mon point de vue, associé à la prise de risque et au changement des modes organisationnels. Alors, ça, c'est mon interprétation personnelle, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup de personnes de mon entourage professionnel, en tout cas, c'est qu'on est à la fin d'un cycle. On est à la fin d'un cycle de vie d'université en France. Je pense qu'on est la marée est en train de monter, pour ne pas faire de métaphores abusives. La marée est en train de monter et il y a deux stratégies possibles. Soit la marée monte, et on verra sur du moyen long terme les effets de la marée, et je vous garantis que ça peut être dévastateur, ou soit on essaye d'anticiper ce changement en définissant et en inventant, je dirais, le mot innovation, c'est l'invention, c'est la transformation de l'invention vers quelque chose de concret. On invente ce futur qui est déjà, de mon point de vue, présent. Alors pourquoi ce futur? Il faut le redéfinir, parce que je pense qu'on est à la fin d'un cycle, un cycle de vie universitaire, et qu'il faut impérativement redéfinir les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est, premièrement, travailler encore plus et encore plus et encore plus et encore plus avec les industriels, les entreprises de manière très générale. Deuxièmement, c'est refondre nos modes d'organisation en interne dans les universités. Et troisièmement, c'est le changement culturel profond des enseignants et des enseignants-chercheurs qui concourent au développement des universités. Il y a deux catégories d'universités de mon point de vue. Il y a les universités plutôt ancrées sur la technologie qui sont très fortement déjà en phase avec le secteur des entreprises. C'est le cas de notre université qui, par définition, a été créée en 1995 pour répondre à ce besoin d'ancrage dans les territoires. Donc nous, c'est notre ADN, je dirais, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Et on a cette culture-là. Sauf que, en interne, on a des collègues aussi qui considèrent l'entreprise comme étant quelque part un mot ou un gros mot. Ça pose des problèmes de fond quand on veut faire de l'information continue et qu'on considère nos ressources humaines, c'est-à-dire nos enseignants, enseignants-chercheurs, comme étant les piliers de cet acte de formation continue. Donc le lien entre l'entreprise, si on veut le développer de manière plus forte, il faut aussi qu'il y ait un changement culturel profond de la part de nos collègues, qui ne sont pas toujours ancrés dans cette philosophie de vie qui est de participer au développement économique de notre territoire. Ça, c'est le point très général. Le deuxième point général, c'est qu'on nous demande d'être compétitif, quelque part. On nous demande d'être performant sur la formation continue, mais nous sommes un tracteur sur une autoroute. On n'a pas le bon moteur, on n'a pas la bonne capacité de développement, du fait de notre structure organisationnelle. Si je compare avec les organismes privés qui font de la formation continue, on est des bisounours à côté. Je ne vais pas faire encore une fois de mauvais mots, mais nous sommes des bisounours. Nous avons des compétences fortes dans la formation continue, certes, mais on n'a pas les mêmes moyens pour travailler aussi efficacement que le privé. Appelons un chat un chat. Je pense qu'à un moment donné, les politiques, les pouvoirs publics, de manière très générale, doivent nous donner les moyens dans la simplification administrative. Toutes et tous qui êtes ici savent de quoi je parle. Quand je parle de simplification administrative, je ne parlerai pas des procédures, d'émargement, etc. Je ne vais pas énerver tout le monde. Mais on doit avoir les moyens de travailler efficacement dans un temps très court. Charles Préau hier évoquait la question de 9 mois dans le cadre des marchés publics. C'est dramatique d'en arriver là, de considérer qu'on a des appels d'offres qui nous passent sous le nez parce qu'on n'est pas en capacité de réagir. Demain, je vous donne un autre exemple, on veut monter une formation qualifiante avec un industriel, il faut qu'on passe par la CFVU, il faut qu'on passe par le conseil d'administration pour définir un tarif de formation qui arrive alors qu'on doit être capable d'y répondre demain. Résultat des courses, le privé récupère le marché. Donc la refonte organisationnelle va nécessairement nous amener à changer nos codes,
à taper dans la fourmilière pour être en capacité de répondre aux enjeux de demain. Et les enjeux de demain, de notre point de vue à l'Université Bretagne Sud, c'est l'orientation vers l'entreprise. Et on va faire rentrer de plus en plus l'entreprise dans nos modes d'organisation, mais aussi dans la gouvernance, ce qui est déjà le cas au conseil d'administration. D'un point de vue de la formation continue des services, le service relations entreprises a été absorbé par le service de formation continue. L'alternance à terme, que ce soit l'apprentissage, que ce soit les contrats de professionnalisation, etc., ça va être intégré, c'est déjà le cas chez nous. D'une manière générale, le qualifiant va être externalisé, c'est-à-dire que dès septembre, on va travailler, l'UBO est déjà en train de travailler avec nous là-dessus, sur la création d'une filiale. Je parle bien d'une filiale, j'espère que ça fera réagir la salle. Donc une forme d'externalisation sous un statut privé pour être en capacité d'avoir les armes pour pouvoir répondre aux enjeux de demain. Et clairement, l'enjeu de demain, c'est former tout type de personnel tout au long de la vie. Si on n'est pas en capacité de faire ces réformes-là, et ça, l'innovation de mon point de vue, elle prend tout son sens, eh bien, on va rester acteur du monde qui va évoluer sans nous. Voilà, donc c'est un peu ce message-là que je voulais faire passer ce matin, et les pouvoirs politiques à tous les niveaux doivent avant tout engager une réforme, une innovation organisationnelle et sociale, dans nos universités, mais pas que. Juste avant de revenir sur la question de la pédagogie de l'alternance, est-ce qu'on peut poser la question à vos deux clients potentiels que sont les entreprises et la région en termes de lourdeur potentielle de l'interlocuteur universitaire en matière de formation continue? Est-ce qu'il y a vraiment pour vous un frein? Et là, je ne parle pas de la posture de co-constructeur de dispositifs, mais vraiment de acheteur de formation. Monsieur Le Jolivet, peut-être. Alors, je ne vais certainement pas m'ériger en juge ou en arbitre du fonctionnement des universités, mais je suis sensible à ce que j'ai entendu, parce que je pense que je partage, au moins à titre personnel, un grand nombre de points. Simplement deux choses. Alors, la première, on sort d'un rapport coprésidé, COPAREF et région sur le numérique. Alors, peu importe le contenu. En revanche, un inspecteur général de l'éducation nationale qui était chargé d'une mission ou d'un rapport sur le numérique qui a été auditionné pendant nos travaux, il a quasiment dit ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à la nécessité de mettre en place des formations adaptées aux enjeux du numérique, qui n'est pas un domaine d'activité, mais qui transcende tous les domaines d'activité, il nous a dit on n'est pas armé. On n'est pas armé pour faire les diagnostics, on n'est pas armé pour mettre en place les formations dans le délai de temps et d'exigence avec les modalités d'agilité que tout cela requiert. Donc ça fait écho à ce que vous avez dit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le vécu, puisque j'espère que j'ai été clair tout à l'heure lorsque j'écoutais les réactions de Mme Aubert. Donc ça marche très bien, au contraire, en Bretagne, avec l'université, y compris en continu. Et ça marche bien parce qu'on a des interlocuteurs qui sont sensibilisés, réactifs, pas dans une dichotomie entre le monde, il y aurait le monde illustre de l'enseignement supérieur et puis le monde de l'exploitation économique. Donc on est bien, on partage des objectifs, mais je vous assure que pour aboutir, en fonction des contraintes qu'on peut mettre à certains moments, il faut qu'ils soient en capacité d'abattre des montagnes. Voilà, ça c'est une réalité également de terrain. Et ça marche bien là où ça marche bien, et c'est souvent le cas, parce qu'on a des interlocuteurs qui sont hyper engagés. Voilà. On a donc une organisation territoriale départementale au sein du MEDEF, et notamment en Ille-et-Vilaine, où ça s'appelle l'Union des entreprises, que ça regroupe au-delà du MEDEF. Dans le comité directeur, on a une université qui est représentée. Voilà, c'est pour vous montrer que, alors je ne sais pas si là c'est révolutionnaire ou pas, et ça nous a semblé naturel de l'inviter, et ça semblait naturel à l'université concernée d'être présente également, parce que la confrontation des problématiques, quelles que soient les parties prenantes, fait déboucher sur une prise de conscience, et dès lors qu'on est motivé, on arrive à battre les montagnes. Voilà. Merci. Monsieur Picard. Oui, d'abord, c'est pas le gros paquebot régional qui va commencer à dire que l'université peut être moins agile qu'elle. La réalité des grosses machineries sur la formation, c'est qu'on a d'un côté l'État qui est une énorme machine, la région une petite machine, l'université aussi. Donc la réalité, c'est que chacun a ses inerties et chacun a ses tempos. C'est une réalité. Ça, donc la question de la réactivité de l'université, elle est posée, mais elle est posée pour tous les acteurs. Et nous, la question de l'agilité de nos politiques, c'est un sujet qui nous perturbe fortement. Pour l'instant, la seule chose qu'on sait faire,
c'est essayer d'anticiper au maximum, c'est-à-dire de capter l'information le plus tôt possible pour se donner le temps de réaction nécessaire, puisqu'on a intégré nos procédures qui peuvent parfois effectivement être très lourdes. C'est pas idéal, c'est pas la bonne solution. Et donc c'est pour ça que moi j'apprécie les propositions de Gaël Morel, parce qu'on voit bien que là on essaye de gagner du temps sur le temps de réaction et c'est sur le temps de la réponse, et c'est peut-être là où il faut effectivement que chacun gagne du temps. Mais il y a quand même des choses qui peuvent fonctionner. Et moi j'observe que une des choses qui marche bien, c'est que en réalité, l'université, en tout cas je parle de celle-ci, qui nous accueille aujourd'hui, l'Université de Bretagne Sud, elle est ultra réactive parce que le monde économique évolue en son sein. Moi je suis essentiellement centré sur le territoire vantais. Il se trouve que l'agence de développement du Pays de Vannes, VIPE, se réunit quasiment exclusivement dans les murs de l'université. Les clubs d'entreprise, quand ils font des soirées ou des grands moments de mise en réseau de chefs d'entreprise, c'est toujours dans les locaux de l'université. Et donc, quand l'entreprise occupe en permanence une université et qu'une université accueille en permanence l'entreprise, évidemment, on capte beaucoup d'informations et les signaux faibles. Et en réalité, c'est la capacité à capter ces signaux faibles qui améliore les temps de réaction de chacun. Donc ça, c'est quand même essentiel parce que ça démontre, pas la proximité, j'allais dire la complicité entre le monde économique et le monde universitaire. Quand on est capable de faire ça, on a compris qu'ensuite, la question, c'est construire de l'ingénierie réactive. Et ça, à la limite, on est en réalité capable d'être imaginatif. Nous, je reprends mon exemple du très haut débit, quand on se retrouve avec cette question du très haut débit à porter région Bretagne, on décide de ne pas le porter par la région, mais de créer un outil, ou en tout cas d'utiliser un outil existant qui nous permet d'aller plus vite, parce qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas assez rapide. Donc la question qui est posée en permanence, c'est face à une difficulté d'une filière industrielle, pour prendre un cas d'urgence, quelle réponse on est capable de faire, quel plan de formation on est capable de monter pour qu'on monte en gamme sur tel secteur, parce qu'on sait que, je prends par exemple la métallurgie, parce que c'est flagrant, en métallurgie aujourd'hui, quand vous rencontrez les techniciens de l'UMM 35-29, enfin l'UMM en Bretagne, ils vous disent tous la même chose, c'est le seul besoin des entreprises, c'est des besoins de formation. Et on n'a pas de plateau technique, et donc la question, c'est comment on monte un plan de formation global de la filière, sans plateau technique, notamment en Centre-Bretagne, pour réussir à faire monter tout le monde en compétences. Là, quand il y a des urgences, il faut mettre les partenaires autour de la table, c'est là le rôle de la région, c'est le rôle politique, c'est de mettre les acteurs autour de la région et de trouver quels sont ceux qui sont capables de faire. Et moi, je souhaite que plus dans cette liste d'acteurs, il y a l'université, mieux on se porte, parce qu'en réalité, c'est les seuls qui ont la capacité de porter l'évolution des métiers. C'est-à-dire qu'une structure de formation privée, elle peut développer une formation immédiate avec un process immédiat. L'université, elle a la capacité, parce qu'elle a des chercheurs, parce qu'elle voit évoluer les métiers, à la fois de monter une formation immédiate, mais de pouvoir améliorer sa formation, la mettre à jour en permanence. Et c'est pour ça que c'est un acteur central et qui doit devenir le plus central possible dans la formation continue. Alors, juste une remarque qui passe là sur le fil WhatsApp. A priori, la proposition d'externalisation ne fait pas tout à fait l'unanimité. Je vais vous donner la parole. Il semblerait que la simplification ou le décloisonnement interne... Il ne faut pas confondre le mot externaliser avec création de filiale. La filiale, c'est une entrée au capital de l'université dans une structure qui est pilotée par l'université. Donc il y a différentes formes. On partirait plutôt sur une SAS. Voilà, donc il ne faut pas considérer qu'on perd les compétences. On va juste s'orienter vers une possibilité d'être plus réactif. Maintenant, si l'État nous dit on simplifie les règles, il n'y a aucune raison de partir du giron de l'université sous la forme pseudo-privée. Donc là, je m'adresse plutôt au ministère et à l'IGSI pour savoir si effectivement c'est dans les tuyaux ou pas, de nous donner les moyens de concurrencer à armes égales le privé et arrêter de faire du dumping aussi avec le privé, c'est-à-dire facturer une heure enseignant à 50 € chargé alors que ce n'est pas du tout le coût du marché. Le coût marginal, le coût chargé, le coût complet, ça doit aussi nous interroger dans nos pratiques professionnelles qui relèvent de la formation continue. Donc le rapport Germinet nous a quand même bien aidé pour faire comprendre à la région à un moment donné qu'on ne pouvait plus vendre notre offre de formation à 9,50 €. Voilà. Alors, plein de sujets là. Par où on commence ? Je pense qu'effectivement, il est nécessaire de faire évoluer nos organisations pour être en capacité d'avoir cette fameuse agilité, pour reprendre un terme aujourd'hui à la mode. Le ministère a déjà, par le biais de l'accréditation, permis aux établissements d'avoir une liberté, donc de ne pas être contraints sur la temporalité des 5 ans de contrat et de pouvoir créer ce qu'on appelle aujourd'hui des parcours types.
de pouvoir créer des DU et donc de pouvoir, en ce sens, répondre assez rapidement à une demande émanant des milieux socio-économiques. En termes de lourdeur administrative, depuis que je suis à cheval entre les deux mondes, puisque je suis toujours à l'Université de La Rochelle, je me rends compte que nos établissements, certes, l'administration centrale, la réglementation impose un certain nombre de choses, mais dans nos établissements, on est aussi très très fort pour s'imposer nous-mêmes des freins. Et je pense qu'il y a peut-être des choses déjà à faire évoluer dans les établissements. Gaëlle, quand vous avez parlé de la procédure, vous avez mentionné le CFVU, le CA, etc. Ça, c'est interne aux établissements. Donc il y a peut-être des choses à réfléchir au sein de vos administrations. En termes de filialisation, je pense il y a une chose sur laquelle il faut qu'on soit extrêmement prudent, c'est la délégation de la compétence en matière pédagogique. Donc, réfléchir, et c'est d'ailleurs, j'en profite et ça va faire plaisir à Franck, pour relancer les établissements lauréats de l'AMI, des AMI, FC, FTLV, sur le fait qu'ils sont, je leur rappelle, qu'ils sont en train de réfléchir justement à des propositions de différents modèles de structure pour pouvoir permettre cette agilité et qu'on attend leur retour pour l'automne, septembre même. J'en profite comme ça. Donc, on va vous proposer un tableau comparatif des différentes structures possibles avec les périmètres envisageables, les freins qu'on peut lever avec ces statuts-là et les points de vigilance à avoir également. Donc ça, c'est pour l'agilité. L'agilité en termes de commercialisation, en termes de négociation, ça, je pense que oui, on est tous d'accord. Mais attention sur la responsabilité pédagogique. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Par rapport au coût, effectivement, il faut que nos clients acceptent le fait que les formations qui sont proposées sont construites et le plus souvent animées par des enseignants-chercheurs. Et que ça a un coût. Ça a un coût de structure aussi, parce que c'est fait dans des locaux, avec des plateaux techniques, avec des équipements de pointe. Et ça a un coût. Et donc, il faut aussi l'intégrer lorsque vous avez des attentes en termes de formation. C'est pas des gens non qualifiés qui font les formations. C'est pas, excusez-moi, voilà. Si je peux ça a un coût. Si je peux me permettre une demande de précision, est-ce que la question ce n'est pas la construction ou la définition de ce coût? C'est comment est défini le coût, même si j'aime pas trop le terme, d'utilisation d'un enseignant-chercheur en formation continue. Alors, suite au rapport, suite au rapport Germinet. Et d'ailleurs venant aussi en complément avec un travail qui a été mené avec plusieurs établissements depuis 3-4 ans sur l'analyse des coûts complets des activités des établissements d'enseignement supérieur. Il y a eu un travail qui a été réalisé sur quels sont les coûts à prendre en considération lorsqu'on monte une formation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, initiale, continue, mixte, voilà, une action de formation en présentiel. Et à partir de là, avec les établissements, avec leurs services financiers, on a élaboré donc toute une liste d'items à prendre en considération. De là est née une grille permettant aux établissements de calculer et donc de justifier les coûts des formations. Et cette grille, je trouve qu'elle a l'intérêt aussi de pouvoir être adaptable aux établissements. C'est-à-dire que les établissements, en fonction de ce qu'ils connaissent de leur fonctionnement, de leurs coûts directs, indirects, peuvent, par des clés de répartition, faire rentrer leurs caractéristiques dans cette grille. Donc avoir une grille qui représente vraiment un coût qui représente vraiment le coût à la fois complet et indirect des formations. Donc il faut que les établissements s'approprient ces outils-là. Et pour moi, ce sont aussi des outils de négociation vis-à-vis des financeurs, parce qu'ils permettent de justifier
le coût de nos formations. Donc c'est très important de vous les approprier. Monsieur Picard. Oui, moi je veux simplement qu'on comprenne bien la difficulté sur ce point. Quand vous mettez en concurrence une université et une structure de formation... Ça va là ? Ah, si le micro commence à me lâcher, c'est bon ? Je crois qu'il y a une remarque pour vous, Madame Aubert, qui passe sur... Moi, oui, effectivement. Mais moi qui suis fonctionnaire d'État, je peux aussi me l'approprier pour mon ministère, qui est le ministère de l'Intérieur, qui a aussi ses rigidités. Tout ça pour dire que quand on met en concurrence une structure de formation privée et une université, il ne s'agit pas de remettre en cause la compétence des formateurs de la structure de formation privée, hein. Mais la souplesse de gestion, c'est que quand même, globalement, quand vous avez 3 opérateurs qui se présentent sur un marché public, je suis membre de la commission d'appel d'offres de la région Bretagne, et que il y en a un qui l'emporte sur les 2 autres, la première chose qu'il fait, c'est qu'il propose aux 2 autres de récupérer ses formateurs pour se concentrer sur la formation qu'il vient de gagner. Donc vous imaginez la souplesse que ça donne par rapport à une université en termes de coûts. Donc évidemment, si on s'aligne sur les exigences financières, il y a un moment où c'est pas tenable, sur ce seul critère en tout cas, c'est pas tenable pour une université. La difficulté pour une collectivité, c'est comment on intègre dans un budget qui n'est pas extensible des formations dont on identifie qu'elles vont coûter plus cher parce qu'elles sont faites à l'université. Qu'est-ce qui justifie du coup d'aller à l'université pour faire ces formations et d'assumer ces surcoûts ? Moi, je pense qu'il y a des formations où il faut l'assumer parce qu'il y a des contenus qui le justifient, il y a des choix stratégiques qui le justifient. Donc ça peut s'assumer, mais il faut être bien clair que sur le prix, la tendance ne va pas être, nous, de porter un discours d'augmentation des coûts de formation par élève par apprenant formé. Gardez bien le micro devant la bouche. Donc il y a un moment où de toute façon, on va buter devant une difficulté, hein, en termes de volume, quoi qu'il arrive. C'est qu'on ne pourra pas sacrifier le volume pour faire uniquement de la formation de qualifiés de très haut niveau. Et en réalité, on voit bien que ce qui va se passer, c'est qu'on va aller sur le haut de gamme dans les universités. Et c'est probablement ce qu'il faut essayer à rechercher, là où il y a de la valeur ajoutée, ce qui justifie les surcoûts, et sur les formations plus massives et plus classiques, sur des structures de formation habituelles. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut interpréter la question du coût en matière de formation. Monsieur Le Jolivet, je crois que vous vouliez réagir. Il y a eu une petite taquinerie qui est passée sur en tant que employeurs. Voilà, donc je suis à la fois acteur du débat et observateur également de sa réalité. Sur l'observation quand même, c'est que 3 choses. 2 petites rapides, c'est que des débats sur les coûts de revient et sur le fait que des stratégies de contournement institutionnel se mettent en place à travers des sociétés pour externaliser ce qu'on ne peut pas faire dans le cœur même mais qui est fait par le cœur même, c'est surréaliste par rapport à aujourd'hui la notion d'efficacité. Donc, mais je vous laisse régler le débat. En revanche, vous avez parlé de tsunami ou de fermeture d'une époque. De toute façon, l'université, comme les autres acteurs de la formation aujourd'hui, sont condamnés à s'adapter par rapport à non seulement à des besoins immédiats, et je ne parle pas forcément seulement d'adéquationnisme, parce que c'est souvent ce qu'on me renvoie à la figure quand j'en parle. Donc, condamnés à s'adapter par rapport à une réalité mondiale également, une offre mondiale, ne serait-ce que les MOOC ou les COOC, enfin bon. Et donc, si aujourd'hui les acteurs dits institutionnels ne s'adaptent pas, c'est Niel qui va gagner. Or, on a eu ce débat-là il y a 8 jours, puisqu'on est en train de finaliser le CPRDFOP avec la région. Voilà, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait à la fois un cadre qui permette d'inclure les notions de moyen et de long terme, ou les exigences, les enjeux de moyen et long terme, dans le cadre de la formation, y compris de la formation la plus terre-à-terre dont une entreprise a besoin, mais tout en se donnant la capacité d'être en réaction, en réponse, par rapport, on parlait des métiers en tension la semaine dernière, par rapport aux besoins qui sont observés. Donc qu'on ne soit pas dans la théorie, qu'on ne soit pas dans le handicap à agir, et qu'on réponde véritablement à des besoins dans un cadre prescrit, mais qui ne doit pas être totalement inhibant ou démotivant. Voilà. Et cette équation-là, pour moi, elle est facile à résoudre, mais ça suppose qu'on fasse énormément bouger les lignes, voir que ce nouveau chapitre, on l'écrive à partir d'une page blanche, avec les compétences et l'expérience que l'on a, mais de se dire, faut surtout pas raisonner en termes de soins palliatifs. Comment on va aménager un système qui existe de manière à ce qu'il réponde le moins mal possible à un besoin. Aujourd'hui, le débat n'est plus là. On le voit bien, même le monde politique a été touché par la disruption. Juste, je voudrais qu'on revienne, parce qu'il y a eu un message qui est passé d'une personne dans la salle concernant l'organisation qui a été mise en place dans son université avec une délégation du CA qui permettait une agilité plus grande pour répondre aux appels d'offres. Je ne me rappelle plus qui, Christelle Pragon.
Est-ce que je peux vous passer le micro finalement pour... Bonjour. Oui, c'est très simple. Nous avons un document de politique générale de tarification de la formation continue et nous avons proposé que dans le cas d'appel d'offres où il faut être réactif, on ne peut pas attendre les décisions des instances. Eh bien, dans ces cas particuliers également, dans une autre situation qui est... oui, des formations non diplômantes, donc des formations d'1 ou 2 journées, que le CA délègue au président la signature des documents. Et comme je le mettais, le seul demande du CA, c'est qu'une fois par an, eh bien, toutes ces actions-là soient listées avec le coût direct, les recettes que cela génère. Ça n'a posé aucun problème. Et d'un point de vue opérationnel, ça a prouvé son efficacité ? Ah bah oui, sinon on ne peut pas répondre aux appels d'offres. Ça, c'est absolument impossible. Donc c'est faisable. Alors, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Merci. C'est l'objet de notre délibération au CA du 11 juillet prochain. Voilà. Donc effectivement, on est aussi... Mais avant d'arriver à ce constat-là et faire bouger ces lignes-là, en interne, il faut aussi se battre, quoi. Enfin, c'est pas simple. Voilà. Quand on a une organisation qui est déjà bien établie, etc. Ça dépend du contexte universitaire dans lequel on se situe, mais quand il y a des habitudes qui sont prises et qu'on arrive un peu comme un chien au milieu d'un jeu de quilles, il faut aussi... ça prend du temps, et effectivement, ce point-là a été évoqué par le DGS il y a 3 semaines. Alors je dirais que chez nous, nous avons bénéficié d'une... C'est passé comme une lettre à la poste. Personne n'a perçu le changement que cela a impliqué. C'est un avantage de notre liberté, ou l'absence d'intérêt de nos instances. Non, vous voulez dire la prise de conscience de l'intérêt justement de la matière. D'accord. Après, ça ne résout pas tout non plus, hein. Parce que je donne juste un exemple très terre à terre. Quand on fait de la formation continue, on augmente la masse salariale par le paiement d'heures complémentaires dans les universités. Quand on a un rectorat qui nous a en vue en disant la masse salariale ne doit pas dépasser X pourcentage du volume global de la dotation, derrière, il va falloir bien être malin, innovant, pour trouver les bonnes astuces organisationnelles pour ne pas se faire épingler par le gendarme en disant vous vous êtes développé, il y a trop de masse salariale, donc supprimez des postes. Oui, mais attendez, comment on fait ? Parce qu'il faut payer les salaires des enseignants-chercheurs. Si en plus on part sur le coût marginal ou coût complet ou la proratisation de tout ça, et que derrière forcément ça va augmenter les coûts, si on développe l'alternance, on aura forcément plus de rentrée d'argent, etc. Moi l'équation, je ne sais pas la résoudre aujourd'hui. Donc, et ok, on peut faire des délégations de signature, ça marche bien d'un point de vue administratif, mais ça ne résout pas le problème de fond, qui est la masse salariale qui va nécessairement augmenter. Voilà. Oui, nous avons eu un tsunami l'été passé sur cette question de la masse salariale, en effet, avec le couperet de tout ce qui dépasse de certains seuils, on oublie la masse salariale. C'est vrai que cette innovation d'organisation n'a pas généré du jour au lendemain une augmentation démentielle du nombre d'heures complémentaires. Mais c'est vrai que l'adéquation entre des souplesses d'un côté et des rigidités de l'autre qui persistent, n'a pas permis, alors cette organisation, cette délégation du CA n'a pas permis une augmentation, on n'a pas déposé 1000 réponses à des appels d'offres non plus, hein. Est-ce qu'il y a d'autres cas, exemples, dans la salle d'organisations qui ont été mises en place pour essayer de contourner certaines lourdeurs qu'il peut y avoir dans les réponses au marché de formation continue ? Non, donc c'est un système totalement fluide ou pas. Je vais me permettre une question aux 2 représentants d'acheteurs de formation. Parce que là, on a beaucoup parlé des lourdeurs inhérentes à l'administration universitaire. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une responsabilité des acheteurs également dans leurs critères de choix, voire dans les modalités d'achat ? Pour la région en particulier, la procédure d'appel d'offres n'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté pour un certain nombre de prestataires. Et il existe 2-3 autres possibilités de faire, notamment en termes de contractualisation éventuellement. D'abord, vous prêchez un convaincu. Il y a 2 manières de l'aborder. La première, c'est quand même de considérer qu'on a quand même une souplesse forte, c'est que dès qu'on est dans l'expérimentation et l'innovation, et on peut avoir une vision un peu extensive de ce qu'est l'innovation et l'expérimentation, on n'est pas encore dans les procédures d'appel d'offres.
Moi, j'ai ce qu'on appelle chez nous des ATE, des systèmes donc, territoriaux d'expérimentation en formation. On en a qui durent depuis 6, 7, 8 ans. Parce qu'en réalité, elles évoluent en permanence et ça justifie de maintenir dans un statut de ce type-là. Donc, on a quand même cette souplesse-là, au moins au début. Donc, il faut en profiter. Et croyez-moi, nous, on en profite parce qu'avant de rentrer dans le dur sur des appels d'offres, sur des dispositifs comme cela, ça veut dire que le dispositif, il est fortement stabilisé, qu'il est pérenne. C'est une autre étape. Donc, c'est quand même une vraie souplesse. Mais c'est ce que j'ai dit au départ, moi je prône pour une vraie vision contractuelle des relations entre une région et ses universités. Je pense que tout ça doit être l'objet d'une convention de moyens et d'objectifs très clairs, mais qui donne suffisamment de marge de manœuvre à l'université pour aller explorer un certain nombre de secteurs de formation, notamment en formation continue. Ça suppose, parce que vous voyez bien là pour le coup notre entrée région, nous notre problème c'est qu'on doit établir une carte régionale des formations et si possible d'organiser intelligemment les formations les unes par rapport aux autres pour éviter des concurrences inutiles et éviter des trous dans la raquette parce qu'à tel endroit on a un besoin et qui n'est pas comblé. Donc c'est aussi une difficulté, c'est qu'on coordonne des acteurs qui ne sont pas tous placés sous notre autorité. Donc il faut trouver un bon moyen d'écrire une carte des formations qui associe tous les partenaires, évidemment avec le besoin des entreprises parfaitement identifié, c'est évidemment la pierre angulaire de tout ça, pour qu'on puisse créer à la fois de l'espace de liberté pour chacun et en même temps que l'ensemble soit cohérent. Vous voyez la difficulté quand même. Alors, si chaque voisin prend la même initiative, on va se retrouver tout de suite en difficulté. Et donc on est en permanence dans cette tension-là, et donc le réflexe, y compris de nos services, il faut être très clair, c'est de serrer les décisions et de les rendre le plus rigide possible. Et c'est à nous élus, c'est une lutte d'une certaine manière, y compris en interne, à nous élus de redonner de la souplesse à un système qui a tendance à se rigidifier par principe parce qu'il veut maîtriser la répartition des formations sur un territoire. Donc voilà la tension. Et donc moi je plaide, encore une fois, pour une logique ultra contractuelle, sur des contrats relativement longs, parce qu'il faut donner de l'espace aux universités pour imaginer. Moi, je prends l'exemple de ce que nous faisons avec les fondations des universités, qui est facilement identifiable. Moi, j'ai la délégation sur l'open data régional. Il se trouve qu'à l'UBS, on a une application qui est montée par un labo de recherche financé par la fondation de l'UBS sur les questions d'accessibilité. Ça s'appelle Data Access. C'est un outil qui permet de définir à n'importe quel usager de l'application sur son iPhone, de déterminer si tel ou tel lieu touristique ou restaurant, par exemple, il est accessible ou pas aux personnes handicapées. Donc, quand vous programmez un séjour en vacances dans, par exemple, la presqu'île de Rhuys, parce que vous trouvez que le golfe du Morbihan est un coin sympathique, eh bien, vous pouvez identifier les endroits où vous pouvez aller séjourner, manger, dormir, qui sont accessibles pour vous parce que vous avez un handicap ou quelqu'un avec vous qui a cette difficulté. C'est une expérimentation et c'est un partenariat Région Bretagne et Fondation UBS. C'est la démonstration que quand on fixe un objectif général, rendre de l'information à l'usage du public la plus transparente possible et avec les mises à jour, parce que c'est ça la difficulté, c'est d'être le plus à jour possible, eh bien c'est possible dès lors qu'on est dans le moyen et le long terme. Donc c'est ça qu'il faut inscrire entre les régions et les universités, c'est des contrats de confiance. Pas trop serrés parce que les contrôles tous les 6 mois, on connaît trop ça, hein. Des choses qui laissent un petit peu de marge de manœuvre. Mais le principe de confiance, moi, c'est un principe. Je rappelle que c'est un principe fondateur de notre société. J'ai tendance à le rappeler en permanence. C'est le principe même de la délégation. Donc, quand on donne à l'université une marge de manœuvre, eh bien, il faut lui faire confiance et ensuite elle nous rend compte, mais au bout du contrat et pas tous les 6 mois à chaque contrôle. Voilà. Bon, les donneurs d'ordre. Alors, 2 niveaux peut-être. Il y a des endroits en France où le dialogue social se passe très bien, notamment dans la formation professionnelle. Parce que vous parliez du COPAREF tout à l'heure, que je préside à l'heure actuelle. On voit les financeurs de la formation professionnelle. Et là, je peux vous dire que c'est quasiment paritaire partout, quasiment dans toutes les branches. Et là, on fait les diagnostics des besoins, on identifie les priorités à mettre en œuvre, donc on détermine des parcours pédagogiques, on les fait référencer, voilà, et il y a un financement qui tombe. Donc, de ce point de vue-là, on n'est pas dans l'offre la plus cheap ou la moins disante. Et au niveau de l'entreprise, là, je vais avoir une approche purement économique, qui n'est pas cynique, mais qui est un chef d'entreprise aujourd'hui, ou une entreprise, quel que soit son statut, parce qu'il y a aussi des entreprises coopératives, mutualistes, notamment dans notre maillage territorial, régional. En fait, est-ce que la formation envisagée est utile ? Si elle est utile, il faut qu'elle soit du meilleur niveau.
Alors pas à n'importe quel prix, dans le meilleur rapport qualité-prix, mais quel est le chef d'entreprise ou quelle est la coopérative qui mettrait en place une formation qu'il considère comme nécessaire et qui ne soit pas adaptée au but poursuivi. Donc il n'y a pas cette logique-là. Après, dans les réponses qui sont analysées, comment elles sont faites, on a vu que chacun avait un peu ses contraintes, quoi. Mais il n'y a pas une ligne de plus grande pente vers la formation la moins chère quand on fait de la formation. Voilà. Alors, il y a des contraintes de formation qui sont des contraintes légales, donc des pourcentages de masse salariale. On les dépasse largement, voire allègrement. Voilà. On sait que c'est pas nécessairement dans les entreprises en activité que les salariés concernés ont les plus grosses difficultés à suivre des parcours de formation. C'est peut-être ailleurs. On a bien travaillé dans le cadre du plan 500 000, là, parce que je vous taclais off tout à l'heure. Là. On a bien travaillé pendant toutes les régions sur le plan 500 000. Pas tant sur le but, que ce soit l'université qui apporte les solutions ou pas, tout le monde peut le partager, c'est comment faire en sorte que des personnes qui sont exclues du marché de l'emploi retrouvent, grâce à une formation, le chemin vertueux de l'emploi. C'est pas tant là-dessus qu'on a avancé, parce qu'on sait qu'il y avait des contraintes volumétriques et de calendrier. En revanche, on a bien travaillé sur ce que vous avez dit tout à l'heure. La nécessité d'avoir un diagnostic partagé par rapport aux besoins. Or, on a beaucoup de sources statistiques, mais on ne peut en tirer aucune analyse qui soit objectivement non critiquable. C'est aberrant. Voilà, c'est aberrant. Voilà. Première chose. Deuxième chose, une fois qu'on est d'accord sur le diagnostic, notamment celui des métiers en tension, comment on résout les choses? Vous avez évoqué tout à l'heure l'industrie, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, l'industrie traditionnelle. L'industrie traditionnelle, ça n'existe pas. Ce sont souvent les secteurs d'activité les plus traditionnels de la vieille économie, l'agriculture, l'industrie, qui sont le plus top en technologie et qui utilisent le plus le numérique. Allez voir comment se reproduisent les huîtres sur la côte nord du département d'Ille-et-Vilaine. Allez voir comment la génomique aujourd'hui dans le monde de l'agriculture fonctionne. Donc, ils ont des besoins de technologie très fortes et comment les réponses sont apportées. Donc, il faut là-dessus qu'on soit en capacité, les diagnostics étant posés, déterminer les priorités. Et puis là, on voit quelles sont les réponses à apporter. Et l'université, sur cette formation-là, elle a des réponses à apporter. Et ce qui m'embêterait, mais je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais me répéter, mais mieux vaut se répéter que se contredire, c'est que ce serait dommage que pour des raisons statutaires, réglementaires, légales, de directives, de circulaires, enfin, tout ce que vous voulez, voire de comptabilité, puisque j'ai quelques années travaillé dans la comptabilité publique, oui, donc pour des raisons de compte administratif ou compte de gestion, on n'arrive pas à faire en sorte que les lieux d'excellence que doivent être et que sont les universités soient celles, quand c'est le lieu adapté pour apporter la formation, apportent la solution à la recherche du domaine d'activité qui est en recherche d'une formation adaptée. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, mais vous comprenez, le lieu de l'université est le lieu de l'excellence. Quand on regarde un peu à l'étranger, on voit bien qu'on a des exemples à suivre en termes d'autonomie, de responsabilité, voire d'audace. Voilà. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut en la matière, mais on voit bien que dès qu'on commence à mettre quelque chose en œuvre, il y a X règles qui tombent. Je reviens sur ce que je disais, on est dans une époque formidable, on peut tout contester, on peut tout envisager, et je pense que là, dans le domaine de l'université et de la formation continue, il y a de belles pages à écrire, pour reprendre votre métaphore. Alors, je vais profiter d'un certain nombre de messages qui sont passés pour reprendre le fil. Avant de vous passer la parole, comme ça vous pourrez peut-être répondre dans la foulée, finalement sur les attentes des uns et des autres vis-à-vis de la formation continue universitaire ou du service de formation continue universitaire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des propos qui ont été entendus comme l'université est attendue sur du haut de gamme, sur de la formation de niche, et peut-être pas forcément sur des formations plus larges ou plus généralistes. Je vais apporter juste un élément de contexte. Je pense que dans la compréhension qu'on peut avoir de ce qui vient d'être dit, notamment sur la notion de valeur ajoutée et d'excellence, de mon point de vue, il faut bien différencier le qualifiant des autres formations. Il y a les formations traditionnelles de l'UBS, par exemple, mais des autres universités qui sont ancrées sur les besoins, d'accord, des industriels, des entreprises, mais pas que. Je pense qu'à un moment donné, le qualifiant doit être en capacité d'apporter quelque chose à forte valeur ajoutée, parce que ça sera principalement impulsé par les enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, on a une contrainte, c'est de mobiliser cette ressource humaine. On va les mobiliser sur leur valeur ajoutée, sur ce qu'ils savent faire, sur leurs compétences qu'ils peuvent vendre, j'ai bien vendre, aux industriels ou aux entreprises plus largement. Donc, effectivement, je pense que c'est complètement incohérent d'engager un temps universitaire, un temps des enseignants-chercheurs sur de la formation qui pourrait être faite par des organismes de formation X, Y, Z. Qu'est-ce qui nous différencie de ces entreprises
de formation, c'est notre valeur ajoutée, ce qu'on sait faire. On a des années d'études derrière. Moi, je parle en tant qu'enseignant-chercheur également. Je peux faire effectivement de la gestion des risques, du document unique, pour ceux qui connaissent un peu le domaine. Donc, ok, je pourrais le faire. Mais concrètement, qu'est-ce que je vais apporter de plus par rapport à quelqu'un qui a déjà la compétence, et très largement, cette compétence est très largement vendue déjà dans le domaine privé. Ce qui va différencier l'offre du qualifiant dans ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est ce que les autres ne savent pas faire. Et là, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à vendre. Je dis bien à vendre aux entreprises et pas ce que les autres savent faire. Donc oui, moi j'assume un discours qui est très clair. On doit, dans le cas du qualifiant, vendre nos formations de niche qui relèvent de notre excellence scientifique parce que les autres ne savent pas le faire. Et c'est comme ça qu'on a récupéré aussi certains appels d'offres parce que les autres ne savaient pas faire, tout bêtement. Donc tant qu'on est dans ce contexte-là, eh bien, on pourra aligner des tarifs compétitifs, voire au-delà, parce qu'on sera les seuls à faire. Quand des chercheurs déposent des brevets où on a l'exclusivité internationale et qu'on vend la formation 2500 € sur 4 jours de formation chez Thales, moi, ça me donne des boutons. Voilà. C'est pas normal, on peut pas envisager ça. Donc il faut qu'on assume ce discours qui est de vendre les formations à hauteur de nos compétences, principalement dans le qualifiant. Et pour tout ce qui n'est pas qualifiant, ben là, il faut faire du service public, il faut rendre compte aussi des besoins des entreprises et puis savoir y répondre surtout. Voilà. Mais dans le qualifiant, ayons une politique agressive de positionnement marché sur la forte valeur ajoutée avec un niveau d'expertise pointu qui relève de la compétence scientifique. Et ça, on sait faire. C'est l'université. Madame Aubert. Je ne peux qu'aller dans le sens de Gaël, et je rajouterai ce qui sera encore plus génial, c'est d'arriver à un moment donné à réintroduire ces formations qualifiantes dans le cadre de parcours d'accès à la certification. Et pour revenir à la question sur les... Qu'est-ce qu'il faut faire demain ? Oui, voilà, que faire demain ? Quelles attentes ? Je pense que les attentes, on les a dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille effectivement ensemble, établissement, tutelle, sur comment lever les freins d'organisation, comment accompagner pour tout ce qui est transformation, déformation. On a parlé de la pédagogie, mais comment faire en sorte qu'on articule, par exemple, et qu'on articule tous les outils à notre disposition, la VAE, la possibilité d'accumuler des blocs de compétences, faire tout ça dans un cadre où on sécurise les parcours d'accès à la certification, alors qu'elle soit sur un diplôme national ou pas. Mais comment est-ce qu'on peut justement articuler tout ça pour à la fois réduire les coûts, réduire les durées de formation, répondre de façon beaucoup plus dynamique aux demandes. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et si j'aurais un message à faire passer au service formation continue, c'est tout ça, ça se fait dans un cadre d'approche systémique au sein des établissements. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les services formation continue travaillent avec les équipes pédagogiques, avec les BAIP, avec les SUP, avec les fondations, avec les services relations à l'entreprise. Vous les nommez, ils sont là, on les a tous développés dans les établissements. Mais il est essentiel, j'avais mis sur ma petite note que les services formation continue sortent du bois. Ce sont des services, il faut le reconnaître, qui n'ont pas été valorisés pendant de nombreuses années. Et là, l'opportunité, le contexte économique, la nécessité en tant qu'établissement de service public de répondre à la demande sociétale fait que les services formation continue doivent prendre une place essentielle dans l'organisation et dans l'évolution de l'offre de formation et de services des établissements. Pour ça, il faut des portages politiques forts, parce que les services tout seuls ne pourront pas le faire. Donc quand j'entends des VP qui disent on y va, on soutient, on accompagne, bravo, et il faudrait que ce soit dans tous les établissements comme ça. Après, voilà, il faut aussi décloisonner non seulement la formation initiale et continue, mais aussi décloisonner les services supports au niveau des établissements. C'est essentiel. C'est un travail collectif. C'est un travail collectif, ça ne peut pas être fait par un service ici, un service par là. Et quand je parlais de décloisonnement, j'ai cité un certain nombre de services communs, j'ai oublié l'administration centrale. Il est nécessaire de mouiller aussi l'administration centrale de vos établissements et vous pourrez, je l'espère, compter, en tout cas, moi je ferai mon possible, compter sur l'administration d'État
pour vous accompagner là-dedans. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire par le biais des établissements lauréats, des appels à manifestation d'intérêt. On essaye de travailler avec un certain nombre d'entre vous pour justement faire bouger les curseurs et faire avancer toute cette formidable transformation qu'on vit en ce moment. Et pour reprendre votre expression, effectivement, je trouve que c'est génial ce qui se passe en ce moment. Parce que tout est à inventer. Et je sens qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place. Et donc, voilà, il ne faut pas descendre du train maintenant. Il faut aller jusqu'au bout. Il se passe des choses dans votre dos. Oui, je ne vois pas. Je vais dire un mot là-dessus. Ouais. Je vais bien dire un petit mot là-dessus, mais là, c'est plus mon expérience professionnelle que mon expérience d'élu qui parle. J'ai été directeur adjoint d'une école de police dans le secteur, et qui a fermé, ça c'est une autre histoire, mais on faisait que de la formation initiale. Et un jour, on a attaqué la formation continue, et ça a permis une chose extraordinaire, c'est-à-dire le rapprochement des équipes entre les formateurs et les services administratifs. Et en termes RH, dans une université, j'imagine que le sujet est le même, c'est-à-dire que la capacité à mettre des équipes en mouvement qui ne soient pas d'un côté le monde enseignant et de l'autre côté le monde administratif, et qui permettent à des logiques d'équipe de se recréer, et du coup à recréer des dynamiques RH. Il y avait quelques questionnements RH sur les questions qui filaient, parce qu'effectivement, il y a des enjeux de formation des personnels qui sont majeurs. Mais derrière, en termes, si tout ça est effectivement porté politiquement par les présidents et vice-présidents d'université, on voit bien que derrière, on peut créer des dynamiques extraordinaires qui rapprochent les agents entre eux et qui cassent les barrières entre le monde enseignant et chercheur et le monde administratif. Et croyez-moi, ça fait du bien dans les structures, parce que vous imaginez en école de police, les formateurs sont des policiers et les agents administratifs, des agents administratifs du ministère de l'Intérieur, dont leur responsable, qui était moi à l'époque, était moins payé que le moins bien payé des formateurs. Pour vous dire la violence de ces univers-là. C'est aussi ça, ces réalités-là. Et donc, ce passage formation continue, c'est un super challenge aussi en termes managérial. Et ça, c'est une dimension qui est essentielle pour vous. C'est un des aspects les plus sympas finalement du process. Tant que vous avez le micro, vos attentes, on reviendra après sur l'aspect interne. Il y a un aspect que je souligne, parce qu'il a été souligné par ma voisine. Effectivement, il faut des formations plus courtes. Ça, c'est un fait. Parce que nos jeunes, ils ne se projettent pas, ils ont un mal considérable à se projeter sur des formations à plus de 6 mois. Donc dès qu'on franchit un certain nombre de caps, 6 mois, 1 an, etc., tout ça est plus dur pour eux. Et au passage, plus vous faites des formations courtes, moins on va être embêtant sur le coût journée de formation, c'est arithmétique. Donc c'est aussi pour rendre compétitifs les structures de formation entre elles. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pas à nous de définir la pédagogie à la place des structures qui ont ces compétences-là. Et au passage, moi, je passe mon temps à redire au service qu'on n'a pas tellement à se préoccuper de la pédagogie. Il faut surtout qu'on veille que la pédagogie est diversifiée dans les offres de formation que nous faisons, parce qu'il faut que chacun puisse y trouver une entrée. Quand on est référent emploi formation sur un territoire, on a aussi la plateforme de lutte contre le décrochage scolaire. On voit bien que pour remettre ces publics-là dans le circuit, c'est jamais avec le mode pédagogique traditionnel qu'on va y arriver. Donc ça veut bien dire qu'il faut une offre diverse. Et donc nous, on doit veiller d'abord à la diversité de cette offre. Donc c'est à chacun d'être à l'avant-garde et de faire des propositions, parfois pas si innovantes que ça, parce que parfois il s'agit de revenir à des choses très simples. L'alternance. C'est un truc qui marche quand même très très bien quand on est en situation d'échec après avoir dans l'enseignement initial. On en parle, vous inquiétez pas. J'ai quelques dossiers en cours sur ces sujets-là. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une diversité pédagogique, et il y a surtout un rapport au concret. Parce que plus les formations restent concrètes, plus c'est facile de garder les publics, et moins on a de décrocheurs dans le dispositif. Et il faut avoir un indicateur des raisons d'un décrochage dans les formations. Le décrochage, ce n'est pas que dans le scolaire, c'est dans les formations. Il y a toujours des raisons qui sont parfois pas du tout liées à la formation elle-même, sont parfois liées à la précarité du public qui est en face de nous, hein. C'est souvent ça, même la réalité. Parfois aux lourdeurs administratives de la région, ça arrive, parce que quand on met trop de temps à indemniser nos apprenants, mais parfois ils ont des problèmes financiers tels qu'ils sont obligés d'abandonner, ça arrive, donc il faut en prendre notre part.
Mais en tout cas, il faut analyser tout ça. Et donc, moi, je suis un fervent, adepte du suivi en cours de ce qui se fait. C'est-à-dire que moi, dès qu'une structure de formation me dit on peut faire un comité de pilotage pour savoir où on en est, faire des points d'étape, identifier les difficultés, je suis preneur. Donc, plus c'est coopératif. Donc, moi, ce que j'attends, c'est de la coopération entre les structures de formation et le donneur d'ordre. C'est totalement horizontal. Moi, je ne suis pas du tout dans un registre prescriptif. Je suis là surtout pour écouter les difficultés et essayer de résoudre ce qui peut l'être. Et donc c'est comme ça qu'il faut traiter chaque sujet, en particulier quand on est dans l'innovation, parce qu'on voit bien, quand on expérimente, on tâtonne, parfois on se trompe, parfois moins, et il faut être capable de réorienter en cours de route, et c'est parfois ce qui fait la différence, et c'est même souvent ce qui fait la différence entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Merci. Monsieur Le Jolivet, alors juste, j'ai profité de la question qui passe sur l'éligibilité d'un certain nombre de formations, certifications, diplômes universitaires au CPF. Je ne sais pas où vous en êtes en Bretagne, mais il y a eu des travaux au niveau national. Il y a un cadre qui a été défini. Il y a un certain nombre de régions qui ont intégré déjà des diplômes et des certifications universitaires. Qui les ont rendus éligibles, pardon. On a une ligne de conduite qui est relativement claire, puisqu'on travaille là aussi en termes de paritarisme. Donc les formations continues qui nous sont présentées donc, dans le cadre de l'éligibilité CPF, donc au niveau du COPAREF, par les universités, sont traitées de la même manière que les autres. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un besoin identifié, qu'il y ait un contenu pédagogique, ça pose généralement pas de problème. Un relais de la branche concernée qui vient attester que ça correspond véritablement à une demande. Et là, il peut y avoir deux dimensions plus particulières lorsque c'est issu du monde universitaire. La première, quand la réponse est plus nationale que régionale. Donc généralement, on renvoie au national. Il peut y avoir justement, là, en disant, voilà, l'homologation, elle doit venir d'en haut et c'est pas au niveau de la région. En revanche, c'est là les vrais problèmes qu'on peut avoir, et je m'adresse au monde universitaire, c'est quand le public visé est plus un public justement de futurs salariés ou d'agents du public que du privé. Et en quelque sorte, on demande aux partenaires sociaux, à travers l'homologation, la certification, l'éligibilité CPF, de prendre en charge une partie du plan de formation du public par les entreprises privées. Ça, c'est les vrais points de crispation ou de difficultés qu'on peut avoir. Ça va se résoudre, l'extension du CPF au public. Voilà, mais je parle de la situation actuelle. Voilà. Sinon, par rapport aux attentes, ce que vous disiez tout à l'heure, les attentes, je pense, pour le monde universitaire en formation continue, comme pour toutes les autres structures de la formation continue, parce que là, on est en plein dedans dans nos travaux régionaux, c'est l'introduction du digital dans la formation elle-même. À la fois le digital en tant que sujet de formation et le digital en tant que moyen de formation. Voilà. Donc là, il y a une espèce d'aggiornamento qui est en train de se mettre en place, donc il ne faut pas rester à côté de la plaque, puisque c'est essentiel. Mais ça concerne aussi bien l'université que les autres structures. En ce qui concerne l'université, je reviens sur ce que j'ai dit, je pense que si on a, nous, un message à défendre, c'est la co-construction en local. La co-construction, vous avez bien compris, j'ai dit il faut qu'on se connaisse mieux, donc il faut qu'on fasse preuve d'ouverture, d'écoute et de proximité dans l'engagement. Ça marche plutôt bien. Le local, le problème est autre. Je pense que je vais pas me cacher dans mon petit doigt, je pense que la clé, c'est l'autonomie. Voilà. Mais c'est un autre sujet qu'on ne va pas traiter ici, mais c'est un sujet qui est quasiment consubstantiel au fait d'être en capacité aujourd'hui de répondre aux besoins qui émergent dans le monde économique. Voilà. Et on voit bien à travers les points qui ont été soulignés que c'est un sujet crucial. Voilà. Alors comment concilier les difficultés du court terme avec les enjeux du moyen terme? Voilà. Mais là, en effet, c'est les tutelles, l'administration, l'organisation quasiment institutionnelle qui est à aménager. Et puis juste un dernier petit point, parce que en revanche, alors c'est peut-être que breton, mais on fait passer le message qu'on a une vraie inquiétude, là, on a une vraie préoccupation en tant que demande de l'entreprise, c'est que ça fait plusieurs appels d'offres, là, ICIT ou DEX, qui nous passent sous le nez au niveau de l'Ouest, des universités de l'Ouest, pour des raisons de gouvernance interne. Voilà. C'est préoccupant parce que, là je vais passer le message au monde universitaire, si vous n'arrivez pas vous-même à convaincre de la pertinence de la gouvernance vos interlocuteurs des jurys d'appel d'offres, nous on constate qu'à la fin c'est des millions d'euros de formation qui passent à côté de nos entreprises ou qui passent à côté des salariés de nos entreprises ou de notre domaine d'activité dont on a fichtrement besoin. Donc on en revient aux questions internes à l'université de gestion d'organisation. Il y a eu un exemple qui montrait que ça peut se faire,
Mais a priori, ce n'est pas le cas partout. Madame Aubert, vous sembliez vouloir réagir sur un point. Je voulais juste rebondir sur les difficultés effectivement auxquelles on avait été confrontés lors de la mise en place du CPF et des nouvelles instances de gouvernance de la formation tout au long de la vie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les universités pouvaient siéger dans ces nouvelles instances et donc quelque part pouvoir participer. La mauvaise nouvelle, quelque part, a été justement la lisibilité de ces formations pour qu'elles soient transposées sur les listes d'éligibilité au CPF, ce qui ne garantissait pas derrière la reconnaissance par les branches professionnelles et les acteurs, les partenaires sociaux. Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits là-dessus, mais il est vrai que des fois, on a aussi la sensation qu'entre ce qui se passe au niveau régional et ce qui se passe au niveau national, et pas toujours non plus d'une grande cohérence, puisque des fois, on retrouve au niveau régional des diplômes nationaux portés par les universités, mais qui ne sont pas sur les listes au niveau national. Ce qui interroge. Mais bon, on va pas revenir sur les... Je ne vais pas vous couper la parole là-dessus, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, moi je siège en tant que représentant des employeurs avec d'autres représentants, avec des représentants des salariés également. Et alors, on est à 150% d'accord tous ensemble, c'est qu'il doit y avoir une cohérence. Et dès qu'il y a une aberration qui apparaît, alors on a de la chance, on a un secrétariat qui est très bien assuré, et en étant en phase et en liaison permanente avec le national, pour justement, lorsqu'on les a identifiés, faire remonter les scories, parce que c'est incompréhensible. Et on veut, dans la part d'autonomie et de responsabilité que nous avons dans le cadre de la loi de mars 2014, on veut pleinement jouer notre rôle pour, en effet, tordre le cou à ce qu'on critique par ailleurs. Et quand on est acteur, on doit contribuer à ce que ça s'améliore. Et je voudrais souligner, parce que je trouve qu'on a passé quand même une étape extrêmement importante il y a une dizaine de jours. Alain, tu m'arrêteras si je dis des bêtises. Le travail qu'a mené Alain Gonzalez auprès du COPAREF Île-de-France a permis de faire inscrire les Cordeaux Île-de-France, auprès du COPAREF Île-de-France, a permis de faire inscrire sur les listes CPF les fiches nationales licences générales. Donc, nos licences générales, avec tous les établissements accrédités pour chacune des mentions, ont maintenant un numéro de CPF. Donc, je trouve qu'en termes de lisibilité, on a franchi une sacrée étape, et donc j'encourage ceux qui sont impliqués dans la master chain à continuer le travail pour qu'on puisse faire de même avec les masters le plus rapidement possible. Mais c'est l'Île-de-France, diplôme national, COPAREF Île-de-France. Il y a peut-être des lieux d'échange à trouver à la fois pour le monde universitaire et des lieux d'interaction entre monde universitaire et monde paritaire, interrégionaux plus que nationaux. Monsieur Picard, il y avait une question concernant les priorités des régions. Est-ce que vous êtes plutôt sur des premiers niveaux de qualification, et puis finalement, quelle part est laissée à l'enseignement supérieur dans les objectifs, les priorités d'achat de formation? Et je vais me permettre d'en ajouter une deuxième. Est-ce que la région ne devrait pas avoir un rôle d'assemblier de l'offre publique de formation continue, parce qu'on parle ici de la formation continue universitaire. Il y a d'autres prestataires publics ou parapublics, je pense aux prestataires liés à la formation initiale qui ont été évoqués hier, et éventuellement à l'AFPA, puisque vous avez beaucoup parlé de plateaux techniques, et il y a certainement des possibilités de mutualisation à trouver. On est reparti pour une table ronde bien plus longue. Sur ces deux questions. C'est pour ça que c'est la dernière question. Oui, je vais essayer de faire des réponses un peu synthétiques sur les deux questions. Je vais commencer par la deuxième, pour ne pas me perdre dans mon propos. Ensemblier, c'est facile quand on a un levier financier sur toutes les structures de formation d'un territoire. Dès lors qu'on n'en a plus, ça devient compliqué. Je prends un exemple concret, et c'est du vécu. Une maison de famille rurale peut dispenser un diplôme européen en enseignement supérieur, donc post-bac. Si elle n'a pas de besoin financier sur ses bâtiments,
elle n'a pas du tout à se coordonner avec les services de la région Bretagne pour faire cette offre de formation. Elle peut donc sortir sa filière, afficher un nombre de publics à former, etc., sans rendre compte à l'ensemble d'un territoire. On n'a pas de levier. Alors il se trouve qu'ils ont souvent des besoins immobiliers quand ils sont dans ces problématiques-là, parce qu'ils sont souvent dans des petits locaux et en réalité ils nous demandent des financements sur le bâtiment. Donc en réalité on les rattrape un peu comme ça. Mais c'est valable avec beaucoup d'acteurs et donc coordonner c'est bien, assembler c'est bien, on essaye de le faire. Mais il y a une limite, c'est qu'il y a un moment, il y a une forme de liberté qui doit d'abord qui me paraît souhaitable, parce qu'il y a un moment où chaque structure ne peut pas être uniquement inféodée à une décision régionale, et ensuite parce que vous voyez bien qu'il faut avoir des leviers pour pouvoir donner des ordres. Et donc oui, moi je veux bien coordonner, mais pas décider de tout de manière centralisée verticale. Moi je ne crois pas beaucoup aux systèmes verticaux et je suis suffisamment décentralisateur pour ne pas vouloir recréer en Bretagne ce qu'on teste à Paris. Il faut être cohérent. Donc nous on veut des structures horizontales et on veut plutôt des mouvements qui partent de la base et qui essayent de se coordonner entre eux de manière, j'allais dire, de manière intelligente, parce qu'on croit à l'intelligence de chacun. Et alors du coup, l'autre question, les priorités régionales. C'est eh bien, je vais vous dire, si on s'amuse à faire un choix entre les deux blocs, on a perdu. Je vais expliquer pourquoi. Il y a aujourd'hui un fort besoin, que je voulais expliquer au départ, de nos entreprises, d'avoir une main-d'œuvre qualifiée qui monte très vite en compétences. Et on voit bien que si on se concentre sur la part la plus apte à être formée, on va très vite épuiser le réservoir. Parce qu'en réalité, le besoin est fort. Il est plus fort que uniquement former tous ceux qui sont opérationnels. Et on va, en plus, si on fait ça, enfoncer dans la durée ceux qui sont en difficulté, parce que vraiment, la première marche au premier emploi accessible va être de plus en plus haute, parce que, comme Monsieur le Jolivet vous l'a expliqué, même les entreprises dont on considère qu'elles sont d'une industrie traditionnelle, on voit bien que les premiers métiers vont être de plus en plus exigeants. L'accès à un poste dans l'agroalimentaire, aujourd'hui, ça paraît facile en termes de qualification, sauf que la réalité, c'est que demain, la marge va être très haute. Et si on ne s'occupe pas des publics les plus en difficulté et que de l'autre côté, la marge se rehausse, vous comprenez que l'écart de l'accès à l'emploi va être considérable et on va enfoncer une partie de notre population dans la difficulté et dans la durée. Et le chômage de longue durée, c'est quand même un sujet. Et il coûte cher à la société, le chômage de longue durée, au-delà de tout ça. Si on veut être totalement dans le calcul économique. Donc, il faut bien qu'on assure à chacun le fait de monter de 1, 2, 3 échelons sur la grille de compétences, qui permet d'accéder à l'emploi. Donc, c'est ce mouvement de fond qu'il faut réussir, c'est donc la jonction de ces deux publics. Voilà. Et si on ne comprend pas ça, eh bien, on se met très vite en difficulté et on sera rattrapé par la réalité. Et je sens une présence derrière moi qui semble vouloir dire que nous avons dépassé le temps imparti. Mais finalement d'assez peu. Donc je pense qu'on peut remercier les intervenants. L'interaction avec vous s'est faite par WhatsApp. Mais